Salut les sashimi, c'est Lucas et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture manga. Alors avant de commencer, je voulais mettre au point une petite chose. Première partie, je vais vous présenter 3 nouvelles séries. En deuxième partie, 3 séries en cours. Donc il me paraît logique en fait que lorsque je parle de séries en cours, je vais spoiler les tomes qui se sont passés avant. Tu vois, si je parle du tome 30 de Naruto, faut bien que je t'explique ce qui s'est passé avant. Donc ça sert à rien comme la dernière fois de me dire dans les commentaires « Oh là là, t'as spoil le tome 2 !» Moins que vous soyez sadique et que vous ayez envie d'être spoilé, ça c'est votre problème. On commence donc avec Blood Blockade Battlefront. On se retrouve donc à New York où un portail dimensionnel s'est ouvert. De ce portail, on ne sait pas trop pourquoi des sortes de créatures sortent et viennent semer la pagaille dans la ville. On a une société indépendante qui s'appelle Libra, qui elle recrute des personnes qui ont des capacités un petit peu spécifiques, des sortes de pouvoirs pour maintenir la paix et l'ordre et tuer tous ces monstres. Et là-dedans, on a un petit gars qui n'a absolument rien à voir, qui s'appelle Leonardo, qui est un simple journaliste, qui va se retrouver malgré lui entraîné dans cette organisation. Enfin, d'abord, ça va être malgré lui, mais ensuite on va découvrir qu'il a en fait une capacité très spéciale qui va être utile à ce groupe nommé Libra, et donc, il va faire partie de la team. Alors, première chose qui vous a peut-être tapé dans l'œil, c'est l'aspect graphique. Alors, si vous l'avez reconnu, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est le même mangaka qui a fait Trigun. Après, le scénario en soi n'est pas forcément très original. On en a beaucoup dans les shonen en ce moment, des portails dimensionnels qui s'ouvrent, avec des monstres qui arrivent. D'ailleurs, dans le prochain manga que je vais vous présenter, c'est un petit peu la même chose. Et je dois vous avouer que j'ai pas trop accroché. Alors, je pense c'est surtout dû à l'univers qui en fait est un petit peu fouillis, où il se passe énormément de choses. D'ailleurs, ce sentiment est renforcé par les dessins. Le découpage des cases est assez mal fait, ce qui rend un gros bordel, un gros foutoir, ça explose de partout, les monstres se font découper de partout, donc j'ai un petit peu de mal, même si c'est quand même bien dessiné, mais comme je vous dis, des fois on a du mal à s'y retrouver. Par contre, les personnages principaux sont assez cool. Tu as le chef de la guilde, qui lui est un mec qui a l'air complètement posé, mais qui pète un câble d'un coup et qui peut tout envoyer chier. Un autre mec qui est un genre de séducteur qui aime bien embêter Léo. Et une femme qui est un peu femme fatale, qui elle agit dans l'ombre et qui est plutôt puissante. Je pense que c'est surtout une mise en place, ce premier tome, qui m'a, comme je vous dis, pas franchement convaincu, mais je pense qu'il faut vouloir rentrer dans l'univers et que si vous plongez entièrement dedans, surtout si vous connaissez Trigun, ça doit être quand même plus simple. Je lirai le tome 2 par curiosité, en espérant que ça va attiser mon envie de lire la suite. On enchaîne avec les 2 premiers tomes de Gate. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà vu l'animé qui est sorti, il me semble, il y a quelques mois. Et là, c'est un petit peu le même speech, c'est-à-dire que on est en plein Tokyo et d'un coup, un portail s'ouvre et des créatures et plein de monde, plein même des hommes, arrivent pour mener la guerre. Et ça va très vite, dans les 20 premières pages, c'est déjà la guerre et tout, enfin, on nous met rien en place, ça se passe un petit peu plus tard dans le tome, ce qui peut être un peu déconcertant, un peu troublant au début, mais vous allez voir, vous allez vite vous y retrouver. Un certain lieutenant Inami, qui est un gros otaku, va être envoyé par l'armée japonaise de l'autre côté de ce portail, qui est en fait un monde parallèle pour aller voir ce qui s'y passe. Alors bien sûr, ça va donner lieu à des rencontres assez inattendues et assez drôles, puisqu'il va rencontrer notamment des elfes. Donc pour un gars qui est otaku, tu vois, il est un peu surpris et il y a quelques situations assez marrantes vis-à-vis de ça. Et il va se rendre compte que dans ce monde parallèle, en fait, ça ressemble énormément au monde qu'ils ont connu, mais au Moyen-Âge. Tu sais, c'est un peu avec tout des chevaliers, etc. Et finalement, tout ce qui est créatures et tout ça, on n'en voit pas énormément, c'est surtout peuplé de beaucoup d'hommes. Donc dans le premier tome, on va faire la découverte des différentes races, il y a un des apôtres de la destruction, si je me souviens bien, un elfe, une mage et des hommes, et tout ça, ça va former un petit groupe autour de l'unité militaire assez sympa. Alors bien sûr, la présence de cette unité dans le monde parallèle va un petit peu fâcher l'empereur de ce monde et il va essayer de tout faire pour les tuer. Comme je vous dis, comme c'est le Moyen-Âge, il y a un gros contraste entre... en fait, c'est tout simplement une extermination avec leurs mitraillettes et tout, ils dégomment absolument tout le monde, ils ont même été capables de battre un dragon géant. C'est pour ça, pour l'instant, dans les premiers tomes, on sait pas trop ce qui se passe, quel est leur but, juste d'aller explorer, bien qu'ils aient des intentions plutôt amicales, ils vont d'ailleurs rencontrer la fille de l'empereur de ce royaume. Et là d'ailleurs, ça va être totalement hilarant, parce que ces servantes, à elles, vont ruiner un pacte amical, en fait, de cesser le feu, et là, ça va totalement partir en pagaille. Donc on sent bien, surtout dans le deuxième tome, que j'ai beaucoup kiffé. En réalité, ça va tourner autour de la princesse de ce royaume, vis-à-vis des relations avec notre monde. Elle a énormément peur que les humains viennent habiter dans ce monde pour les ressources. D'ailleurs, il y a tout
un truc politique autour de ça, où tous les hommes politiques veulent s'en emparer pour récupérer les ressources. Elle a peur que sa population se fasse exterminer quand elle a vu la puissance qu'ils avaient par rapport à elle. À côté de ça, on a les militaires qui s'en foutent totalement, qui eux viennent, je veux dire, en paix avec un drapeau blanc, mais elle flippe totalement, et donc ça va donner des situations assez gênantes et rigolotes. Voilà, les personnages sont assez délirants, il y a beaucoup d'humour. Le premier tome, j'ai eu du mal à accrocher, surtout qu'il est assez long, un peu plus d'1 heure pour le lire, mais à la lecture du deuxième tome, j'ai vraiment kiffé, notamment il y a une grande bataille, et c'est quand même assez gore. Et écoutez, je lirai le troisième tome et je vous en parlerai parce que j'ai bien kiffé. Je glisse dans l'oreillette qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite pour parler des mangas, donc on va parler des 2 premiers tomes de Lost Seven. Alors vu comme ça doit vous rappeler quelque chose, ça vous rappelle pas Seven Deadly Sins? En plus ils sont 7 comme par hasard, et même le synopsis y ressemble étrangement. On va avoir un groupe de 7 personnages qui va vouloir aider une princesse pour qu'elle puisse reconquérir son royaume. Vous voyez que c'est quand même assez similaire. Le personnage principal est blond et a une grande épée, et suite à cette bataille ils ont fait pire que mieux, puisque la sorcière qu'ils ont tuée en fait pouvait gérer encore une fois un monde parallèle, enfin c'est plutôt un miroir, dans lequel elle pouvait faire apparaître des monstres. Et lorsqu'ils l'ont tué, eh bien ce miroir a éclaté et le monde a été infesté, est maintenant infesté de monstres. Les 7 se sont donc séparés suite à la disparition de leur leader qui, 10 ans après, revient. Il revient et sur qui il tombe? La fille de la sorcière qui l'a tué. Donc on ne sait pas trop pourquoi, il va décider de la sauver et de récupérer le château. Tu vois, le gars, il a aidé une femme à tuer sa mère, il revient 10 ans plus tard, il fait « En fait, je suis désolé, maintenant je vais te rendre le château à toi. » Et donc, dans ces 2 premiers tomes, il va tout d'abord essayer de récupérer ses anciens camarades qui sont certains très contents de leur voir arriver et d'autres plutôt hostiles. D'ailleurs, une question se pose, comment est-ce que la fille de la sorcière va réagir lorsqu'elle va croiser celui qui a tué sa mère? Vous allez voir que sa réaction est quand même assez bizarre. Sur les 7 personnages, il y en a qui sont vraiment très bien traités, très bien stylés, et d'autres qui sont mis en arrière et qu'on sent qu'ils ne vont pas être développés. C'est ce qui est dommage, puisqu'il n'y a que 4 tomes terminés au Japon. À la lecture du tome 1, j'étais vraiment pas emballé, et j'ai failli ne pas lire le tome 2, tant c'est assez inégal au niveau des dessins. T'as des dessins très beaux, mais surtout des dessins très moches, assez dessiné grossièrement. Il y a un manque d'originalité dans l'histoire et de surprise, c'est vraiment beaucoup trop plat. Mais à la lecture du tome 2, ça a un peu ravivé ma curiosité. Déjà, on a un méchant qui arrive et qui relance énormément d'intérêt. Les dessins sont beaucoup plus beaux, surtout beaucoup plus d'aventure, puisque le nouveau méchant veut tuer la fille de l'ancienne sorcière. Il va devoir donc, notre personnage principal, la protéger. Bon alors même si oui, au niveau du scénario, vous voyez que ça reste un shonen assez classique, c'est un manga qui va se terminer en 4 tomes, donc ça va pas être poussé très loin. Mais encore une fois, ne vous arrêtez pas au tome 1, puisque le tome 2 est assez divertissant, et je pense que le 3 et 4 risquent aussi d'être intéressants. C'est juste dommage que l'univers ne soit pas plus exploité pour moi. On va donc parler des suites maintenant avec le tome 10 de Terraform Mars. Je sais, j'ai du retard, le tome 14 vient de sortir ce mois-ci. J'ai bien kiffé. Pourquoi? Parce que déjà on voit un des personnages pour lequel on nous parle depuis longtemps qui fait son apparition et où on nous montre ses capacités. C'est en fait le plus puissant de tous les humains. En plus il est totalement stylé, je pense que toutes les filles doivent le kiffer à fond. Mais surtout cette lutte entre déjà les humains entre eux sur Mars, en plus contre la menace des cafards. C'est comme s'il y avait 3 camps, tu vois. Et en plus sur Terre il y a d'autres combines qui se font entre les gouvernements. Là, les gens montrent enfin leur vrai visage. Et on se rend compte qu'au final, eh bien, on n'a pas envoyé ces humains sur Mars pour récupérer Mars et pouvoir y habiter. C'était juste un prétexte pour pouvoir mener une guerre hors de la Terre. En plus de ça, les cafards ont de nouvelles capacités. Maintenant, ils sont capables de prendre les capacités des hommes qui sont morts au combat instantanément. C'est-à-dire que dès qu'ils tuent, paf, ils vont pouvoir prendre leur capacité, ce qui est quand même assez fou et assez dangereux. Donc encore une fois, je vous le répète, lisez le manga, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec l'animé, d'après ce qu'on m'a dit, surtout que la saison 2 de l'animé n'est pas top, donc je vais rattraper tout ça et continuer à vous en parler. On continue avec le tome 4 de Last Hero Inuyashiki. Comme on s'y attendait, un tome blanc, un tome noir, un tome blanc, donc là c'est le 4e tome, un tome noir. Voilà, est-ce que je dois encore vous dire que Last Hero Inuyashiki c'est mortel? Bon bah je vais encore le faire. Ce tome est tout simplement une tuerie.
On a un nouveau personnage qui va rentrer en scène, le meilleur ami de Hiro, vous savez, celui qui utilise ses pouvoirs de robot à mauvais escient. Il va s'allier à Inuyashiki pour pouvoir tuer Hiro. Et là, l'opposition entre les deux personnages est plus que présente. Inuyashiki qui lui utilise ses pouvoirs, notamment dans les hôpitaux pour soigner des gens ou sauver des personnes, alors que Hiro, lui, continue, on apprend qu'il continue à faire ses massacres et tuer énormément de personnes chez eux, ou utilise ses pouvoirs à des fins personnelles, notamment trafiquer les distributeurs de billets pour avoir plein de thunes. Mais là où ça va devenir encore plus intéressant, c'est qu'on va avoir un changement dans la personnalité de Hiro, le méchant, qui va commencer à faire des bonnes actions plus ou moins, mais encore une fois, à des fins très personnelles. Et on se demande si finalement, il se rend pas conscience de ce qu'il fait, si ce qu'il fait est mal et qu'il va pas devenir gentil. Mais justement, est-ce que ce serait pas trop tard pour lui? La seule chose qui est dommage avec ce manga, c'est qu'il se lit hyper rapidement, et t'es tellement pris dedans que j'étais dégoûté que ce soit si vite terminé. Voilà, puis graphiquement toujours aussi beau, avec je vais vous montrer ça, ces dessins en noir et blanc super ancrés, surtout les décors en fait qui... On a l'impression que c'est des photos qui ont été prises et qui ont été mis en mode dessin. Donc c'est juste sublime et j'attends impatiemment le tome 5. Et pour terminer, le tome 3 de Tokyo Ghoul Re. Waouh, comme je l'ai dit sur Twitter, ça m'a totalement chamboulé le cerveau. Énormément de personnages, ça se tape de partout, c'est un truc de fou, en pleine continuité du tome 2. Donc je te dis pas le nombre de fois où j'ai dû retourner au sommaire pour aller voir le nom des personnages qui étaient cités. Parce qu'en plus, ce qui est troublant, c'est que t'as des personnages qui ont changé de camp, des gentils devenus méchants, des méchants devenus gentils, donc tu t'y perds carrément. Les persos principaux sont vachement mis en avant lors des combats, et ça fait plaisir, que ce soit aussi bien les ghouls que les colombes. Ce tome 3 me rappelle énormément les derniers tomes de Tokyo Ghoul, vous savez, où il y avait cette grosse opération Aogiri contre Colombe. Là c'est un petit peu la même chose, mais il y a encore en plus à côté d'autres groupes. Le mystère plane autour de certains personnages et on ne sait toujours pas quelles sont leurs intentions. Beaucoup de surprises, et Ace qui est la limite pas loin, on sait pas trop si il va perdre ou pas sa raison et redevenir Ken Kaneki. Donc voilà, c'était un tome vraiment plein, bien long, où on nous a montré plein de choses, en plus de nouvelles capacités aussi pour les ghouls. Donc c'était juste parfait. Malheureusement, je pense que les prochains tomes seront un petit peu plus lents, suite au tome 2 et 3 qui étaient vraiment oufissimes. Je pense que les prochains tomes seront plus calmes. Voilà, c'est fini pour ces lectures manga. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur ce que vous avez lu, et si vous avez lu un de ces tomes-là, réagir par rapport à ce que j'ai dit. D'hab, le petit like, l'abonnement si vous avez kiffé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Jana!